Bonjour à Johan Chapoutot qui vient de nous rejoindre. Donc je vais rappeler quand même un petit peu le contexte de cette invitation dont pour ceux qui suivaient le direct tout à l'heure vous avez déjà un peu discuté. Donc la France traverse à nouveau une crise politique après donc la mort du militant d'extrême droite Quentin Desranques à Lyon il y a une dizaine de jours, et de façon spectaculaire, depuis, l'antifascisme est dans le viseur non seulement de l'extrême droite, mais aussi de la droite dite républicaine et d'une partie de la gauche. La France insoumise, donc c'est le parti qui se retrouve dans l'œil du cyclone, qui est donc diabolisé, présenté comme responsable de ce décès, tandis que le RN, lui, est dédiabolisé et appelle même à un cordon sanitaire contre LFI. Il n'est pas le seul d'ailleurs, puisque des voix de la droite et d'une partie de la gauche se joignent à cet appel. Donc, Johan Chapoutot, bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous avez publié l'année dernière « Les Irresponsables » qui a porté Hitler au pouvoir, livre d'histoire sur les années 1930-1933 qui conduisent les nazis au pouvoir, dans lequel vous démontez notamment l'idée d'une conquête démocratique, d'une victoire par les urnes des nazis, mais vous y démontrez qu'on les y a appelés, que les élites économiques, politiques de l'Allemagne à l'époque l'ont amené au pouvoir, et avec à l'intérieur, même si c'est un livre d'histoire, des analogies forcément avec le présent. Donc votre présence évidemment dans le contexte que nous vivons depuis une dizaine de jours s'imposait, et déjà peut-être pour que vous nous aidiez un petit peu à défricher tout ce qu'on entend sur l'antifascisme. Donc il serait devenu une menace pour la démocratie, voire même pire que le fascisme lui-même, et il est réduit essentiellement à des violences de rue entre Antifa, bandes d'Antifa d'un côté, qui iraient frapper des militants fascistes d'extrême droite de l'autre. Mais historiquement, en fait, Johan Chapoutot, qu'est-ce que c'est réellement l'antifascisme ? Bonjour déjà, et merci pour votre invitation, et merci à l'humanité de faire tout ce travail de journalisme et de lecture des sciences humaines et sociales. C'est un modèle pour d'autres médias, je pense. L'antifascisme, c'est ce que son nom indique, c'est-à-dire que c'est une lutte contre ces mouvements qui sont apparus à la fin de la Première Guerre mondiale, qui sont antidémocratiques, anti-marxistes, anticommunistes bien sûr, mais aussi au-delà de l'anticommunisme, antisocialistes, antisyndicaux, etc., antilibéraux au sens des libertés politiques, et avec tout ce que cela implique. Et cette philosophie politique-là, cette culture politique-là a été combattue très tôt en Italie, à partir de la fin des années 10, à partir de 1919, par des gens qui ne se résolvaient pas à ce que le pays tombe dans les mains d'individus, de groupes politiques qui voulaient imposer une culture politique anti-humaniste, pour le moins. L'antifascisme, ça désigne dès lors toute attitude d'opposition par le verbe, par divers types d'actions contre le fascisme. Ensuite, dans un second sens, cela désigne une organisation plus structurée. Ça a été le cas en Allemagne à partir de juin 1932, à l'appel du KPD, à l'appel du Parti communiste allemand. Le Parti communiste avait proposé à ce moment-là, fin avril 1932, une alliance avec le Parti social-démocrate, qui a refusé cette alliance, au détriment de la base social-démocrate, de la base militante social-démocrate, qui, elle, voulait l'union. Et donc, pour organiser ce combat contre les nazis, le Parti communiste avait encouragé le développement de cellules, de mouvements, d'organisations à la base antifascistes. Et c'est une nébuleuse qu'on a appelée, à partir de juin 1932, la fameuse AA, l'action antifasciste, dont nous avons hérité
des symboles, notamment les 3 flèches qui viennent barrer la croix gammée, qui sont d'ailleurs une invention social-démocrate à l'origine. C'est un symbole social-démocrate. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est pire que la croix gammée, comme vous l'avez dit, mais c'est un symbole socialiste inventé par les militants du Front commun contre le fascisme. Donc, dans un second sens, c'est quelque chose de plus organisé. Et après 1945, cela désigne en plus des groupes plus autonomes qui combattent le fascisme, y compris dans la rue. Il faut préciser que l'action antifasciste, elle peut être violente, elle peut être aussi létale, mais il faut rappeler qu'il s'agit d'une violence réactionnelle, c'est-à-dire que c'est en réaction contre l'agression fasciste, contre l'agression nazie, que des groupes d'autodéfense se constituent en Italie depuis le début des années 20, en Allemagne depuis la fin des années 20, et ensuite après 1945 partout dans le monde. Alors, est-ce que on peut dire qu'il y a aussi une part dedans d'idéologie radicale, extrémiste, ou est-ce que finalement, étant donné les alliances que vous décrivez, les initiatives social-démocrates, etc., on est dans quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus complexe qu'une organisation gauchiste, quoi. Alors c'est effectivement très large, comme on l'a vu, avec des sédimentations historiques, différents types d'organisations. Ce que les détracteurs de l'action antifasciste pointent également, ce sont les groupes les plus radicaux qui ont parfois, c'est vrai, on peut l'observer, et c'est quelque chose qui peut interroger à gauche, une culture viriliste de la castagne, une culture viriliste du combat, qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, en tout cas pas du mien par exemple. Moi je suis plutôt pour l'action pacifique. Il ne reste pas moins que face à la violence, et la violence déployée par les organisations d'extrême droite, il y a de l'autodéfense qui s'organise. Et quelque chose qui est délirant ces derniers temps, auquel on a assisté, c'est une déferlante de condamnation antifascisme, en oubliant de condamner le fascisme en premier lieu, lequel fascisme, l'extrême droite en général, est beaucoup plus violent et beaucoup plus mortel évidemment que l'antifascisme, comme toutes les statistiques le prouvent, puisque on a quand même fait appel aux chercheuses et aux chercheurs, je pense notamment à Isabelle Sommier, qui montre qu'on est dans un rapport de 1 à 10, voire plus, en termes de rapport entre violence fasciste et violence antifasciste. Est-ce qu'il y a eu justement dans l'histoire des précédents de cette déferlante que vous décrivez, où l'antifascisme a été présenté comme la menace, voire à l'équivalent de ce qu'il combat finalement? Ce qui est intéressant, c'est que ces derniers temps, on assiste à un moment assez paradigmatique d'une cristallisation, la cristallisation d'une alliance entre l'extrême centre, au pouvoir actuellement en France, et l'extrême droite. Et il se trouve que pour une historienne ou pour un historien, ce n'est pas très surprenant, puisque ça s'est déjà produit dans l'histoire, et ça s'est produit de manière exemplaire en Allemagne, dans la seconde moitié de l'année 1932, c'est-à-dire avant que les nazis ne soient installés au pouvoir par ces mêmes libéraux autoritaires qui les ont, rappelons-le, mis au pouvoir volontairement pour faire barrage, non seulement au communisme, qui était le mal quintessentiel, mais au-delà du communisme, ne serait-ce qu'à la social-démocratie ou au syndicalisme ou tout simplement aux valeurs simplement républicaines. Et ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une répétition de ce qu'il s'est passé à d'autres moments de l'histoire où des libéraux autoritaires au pouvoir, ce que Pierre Cernat appelle un extrême centre, ne peut plus se soutenir lui-même, s'effondre dans les scrutins, puisque la politique néolibérale qu'il mène est contraire aux intérêts de la quasi-totalité de la population. Et pour se renforcer, pour rester au pouvoir, il prend la décision, à ses yeux raisonnable et rationnelle, de faire alliance avec l'extrême droite, puisque extrême centre et extrême droite partagent des valeurs communes, le darwinisme social, des formes de suprémacisme, alors suprémacisme social c'est sûr, suprémacisme racial très souvent, et ils ont également la même clientèle, en gros les élites patrimoniales, les possédants, et par ailleurs, ils ont les mêmes ennemis, c'est-à-dire la gauche en général.
ce que les nazis appelaient le marxisme, sachant que sous le vocable marxiste, les nazis entendaient bien sûr le KPD, le Parti communiste, qu'il s'agissait de détruire, mais aussi la social-démocratie et également les syndicats. Donc, dans ce que font le centre supposé, qui n'est pas centriste, qui est un extrême centre, et la droite, nous avons déjà des antécédents, et c'est du point de vue, si vous voulez, de la dynamique des idées, comme de la dynamique sociologique, du point de vue idéologique comme sociologique, c'est compréhensible. Et ça s'est déjà produit. Ce qui est regrettable, c'est qu'une partie de la gauche se désolidarise de l'autre, de la même manière que le SPD, par exemple, en 1932-1933, avait tenté de s'insinuer dans les bonnes grâces de la droite libérale autoritaire au pouvoir, puis des nazis, en disant, écoutez, nous sommes la gauche raisonnable. C'était un discours que l'on entendait déjà à l'époque. Nous sommes des gens raisonnables. Nous n'avons rien à voir avec ces fanatiques de l'égalité sociale ou de la justice sociale que sont les communistes. Nous n'avons rien à faire avec eux. Et ils les ont donc passés par-dessus bord, ou jetés sous le bus, comme on dit aujourd'hui, passés par-dessus bord, pour, encore une fois, donner des gages à la droite et à l'extrême droite, pour se sauver eux-mêmes. L'histoire a bien montré qu'ils ont été victimes eux-mêmes de ce qu'ils pensaient pouvoir éviter. Justement, puisque vous citez ce cas, je vais vous citer une phrase de Dominique de Villepin dans un texte qu'il a publié jeudi soir à ce sujet. Il dit « Le Parti social-démocrate allemand, grande force républicaine de gauche à l'époque, a eu sa part de responsabilité dans la montée du nazisme en maintenant l'illusion d'une posture d'équivalence qui a conduit à son propre écrasement ». Alors c'est ce que vous décrivez là précisément. Dominique de Villepin, évidemment, lui, en tant que responsable politique, en fait l'analogie là avec le présent. Est-ce qu'il a raison pour vous ? Il a parfaitement raison, et je pense que ce qui distingue Dominique de Villepin d'autres personnalités politiques, je pense notamment à un ancien président de la République dont les dernières déclarations sont consternantes, du point de vue de l'éthique. Hollande, pour le citer. Voilà. De l'éthique politique, de la morale humaine, tout simplement, de la décence commune et de la culture politique. Contrairement à des gens comme cela, Dominique de Villepin est quelqu'un qui lit. Voilà, il lit de la littérature, il lit de la philosophie, il lit de l'histoire également. Je le sais puisque nous en avons parlé, et nous avons parlé précisément de cette période de 1932-1933. Et c'est quelqu'un qui, ayant ouvert de temps en temps des livres d'histoire, en a tiré quelques enseignements. D'autres, comme François Hollande que vous citiez, oui, en fréquentant uniquement HEC et Sciences Po, n'ont pas eu l'occasion sans doute de se former à l'histoire, et c'est bien dommage, puisque précisément l'erreur majeure, monstrueuse même en réalité, du SPD allemand en 32-33, ça a été au moment, depuis avril 1932, les communistes proposaient l'alliance, non seulement à la base mais aussi au sommet, de vouloir se distinguer à toute force d'une gauche qu'ils étaient prêts à sacrifier, avec laquelle ils avaient évidemment des désaccords stratégiques, tactiques et un passif d'opposition assez lourd, mais sacrifier cette gauche-là pour se sauver soi-même. Et ça a duré longtemps, cette histoire, puisque le SPD allemand, non seulement n'a rien fait quand les nazis sont arrivés au gouvernement, contrairement à ce que demandait le KPD, qui voulait une grève générale dès le 30 janvier 1933, mais 5 mois plus tard, le 17 mai 1933, le SPD en était encore à voter une motion de confiance à Hitler et à son gouvernement au Reichstag. Le 17 mai 1933, franchement, c'est très tard. Mais cela dit, en écoutant certaines déclarations la semaine dernière, les Hollande, les Glucksmann et autres, on voit très bien, effectivement, ce genre d'individus voter des motions de confiance à des gouvernements d'extrême droite qui, entre-temps, auraient massacré à qui mieux mieux et incarcéré dans des centres spéciaux, puisque le 17 mai 1933, c'était par centaines que se comptaient les victimes à gauche du gouvernement nazi. Donc oui, faire un petit peu d'histoire de temps en temps peut servir. Et puisqu'on parle des communistes, vous parlez des communistes allemands, de cette union qu'ils proposent
même de la base au sommet, on entend plutôt, y compris ces jours-ci pour ceux qui font référence à cette histoire, que les communistes étaient trop radicaux. C'est-à-dire là, pareil, on fait une analogie, mais en disant, voilà, c'est le radicalisme des communistes qui a empêché une union de la gauche et qui a empêché de barrer la route aux nazis. Donc, visiblement, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est intéressant, c'est quelque chose que j'entends beaucoup ici et là. Et en fait, ces deux historiographies, pour être un petit peu technique dans la manière dont on raconte l'histoire, ce sont deux historiographies qui se sont mises d'accord. Il y a une historiographie de droite qui est évidemment toujours prête à dire que la gauche c'est mal et la gauche de la gauche, c'est encore plus mal, évidemment, parce que c'est radical, ça parle trop fort, ça met pas de cravate, ça demande un petit peu trop bruyamment de la justice sociale et fiscale, c'est très impoli, et donc c'est le chien qui saute sur la table en plein dîner bourgeois, et ça ne se fait pas. Ça, c'est une certaine historiographie de droite qui condamne toute la gauche, quoi qu'il en soit, et les communistes en particulier. Vous avez une seconde historiographie qui est entrée, au fond, en coalescence, en fait, avec celle-ci, qui est l'historiographie trotskiste, qui, à juste titre, a plein de choses à reprocher aux staliniens, bien sûr. Et Dieu sait que les trotskistes, dans les années 30, ont pâti de leur opposition au stalinisme. Mais la lecture qu'a pu faire Trotsky, et dans la suite, les historiens trotskistes de cette période, fait l'économie de quelques faits importants et de quelques archives et sources importantes. Il y a une opposition terrible entre SPD et KPD depuis 1919. Pourquoi ? Parce que la scission du KPD, la scission communiste, fait suite à tous les débats qu'il y a eu entre réformistes et révolutionnaires avant 14, fait suite au désaccord entre ceux qui ont voté les crédits de guerre, les sociodémocrates, et ceux qui ont refusé de voter les crédits de guerre, c'est-à-dire les futurs communistes. Ensuite, la Révolution de 17, la séparation sur la base des 21 points de Lénine et du Comintern, donc comme en France, comme en Italie, partout. Mais dans le contexte allemand, vous avez un contexte de guerre civile qui vient aggraver les choses, avec une répression menée par les sociodémocrates au pouvoir contre les communistes. Vous avez 150 morts lors de la semaine sanglante de Berlin en janvier 19. Vous avez 1200 morts en mars 1919. Vous avez également le président social-démocrate Ebert qui empêche l'union entre socialistes et communistes en Thuringe et en Saxe en 1923, et vous avez à nouveau un massacre à Berlin le 1er mai 1929 avec la police social-démocrate, préfet de police social-démocrate, ministre-président de Prusse social-démocrate et chancelier social-démocrate qui massacrent 33 personnes à l'arme lourde. Au centre de Berlin. Donc évidemment que dans ce contexte-là, les communistes avaient quelques raisons d'en vouloir aux sociodémocrates. Inversement, les sociodémocrates prenaient ombrage du fait qu'on les traite de sociotraîtres et de sociofascistes, ce qui là encore pouvait s'argumenter dans la mesure où les sociodémocrates, le SPD, avaient fait le choix d'une politique de droite. Les sociodémocrates avaient soutenu le chancelier Brüning de 1930 à 1932, soutenu sa politique d'austérité, soutenu sa politique de destruction de l'État social. Évidemment, dans ces conditions-là, lorsque vous êtes vaguement de gauche et que vous avez quelques idées qui sont accrochées à une vague colonne vertébrale, vous ne pouvez pas ne pas critiquer cela. Les communistes ont été fidèles à cette revendication de justice sociale et fiscale, ont critiqué les sociodémocrates, mais in fine, face au danger nazi, peut-être était-ce trop tard, mais face au danger nazi, en avril 1932, après les résultats des élections présidentielles de mars 1932 et après le résultat des élections de Prusse, en avril 1932, face à la progression nazie, le KPD a proposé une alliance qui a été refusée à de multiples reprises par la direction social-démocrate. Donc je tenais à rappeler tous ces contextes-là, à la fois historiques pour l'Allemagne, mais également historiographiques, pour voir comment on écrit l'histoire, pour rappeler que le KPD allemand, tout stalinien qu'il ait été, avec toutes ses fautes, toutes ses erreurs, tous ses errements, n'est certainement pas responsable de tout, de la même manière que, évidemment, la gauche n'est pas responsable de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il n'y avait plus de démocratie parlementaire depuis mars 1930. Quand bien même les marxistes auraient-ils été majoritaires et unis,
Jamais, jamais le président Hindenburg n'aurait appelé un chancelier social-démocrate au pouvoir. Alors, on, on voit à la fois en lisant votre livre et là dans vos propos, on voit la réaction des élites à l'époque. Et à l'époque, on ne sait pas encore ce que ça va réellement donner, le nazisme derrière. Aujourd'hui, on sait. Et malgré ça, là aussi, depuis une dizaine de jours, on entend Martine Vassal, candidate de la droite républicaine à Marseille, dire « Travail, famille, patrie, ce sont mes valeurs ». On voit Laurent Wauquiez, le jour où 3000 militants qui vont faire des saluts nazis, hurler des slogans racistes, etc., afficher le portrait géant de Quentin Desranques sur l'hôtel de région à Lyon. On entend Aurore Berger parler d'anti-France, qui est aussi un terme qui renvoie à une certaine époque. Comment on interprète là ce déferlement de propos quand aujourd'hui, finalement, on sait tout ça? Alors on sait. Il est possible de plaider l'incompétence, l'ignorance et l'incurie. Je ne pense pas que Madame Berger ou Madame Vassal soient les couteaux les plus aiguisés du tiroir ou les humanistes les plus confirmés du personnel politique français. Mais au bout d'un moment, il commence à devenir difficile de plaider l'inculture ou de plaider l'incompétence. Tout cela commence sérieusement à faire système. Parler d'anti-France, c'est évidemment une référence à l'extrême droite antisémite et xénophobe de la fin du XIXe siècle. C'est une référence directe à Drummond, c'est une référence directe à Maurras. Ça peut faire office de dog whistle, hein, comme on dit, hein, c'est ces petits signaux qu'on envoie pour faire rappliquer les chiens. Et en l'occurrence, les chiens d'extrême droite, ce sont des petits signes qui sont envoyés. On pense également à ce que disait Emmanuel Macron sur Pétain, qu'il appelle le maréchal Pétain, alors que rappelons que depuis 1945, il n'y a plus de maréchal Pétain, hein, puisqu'il a été condamné à l'indignité nationale quand il vantait le grand soldat, ce que pour le coup tous les historiens de la Première Guerre mondiale, ou les historiennes, en l'occurrence Bénédicte Vergès-Chagnon, autrice de la meilleure biographie de Pétain, conteste absolument. C'était un très mauvais tacticien, un très mauvais stratège, mais sans doute pas pour Emmanuel Macron. Alors, on peut y voir plusieurs choses, outre l'incurie, outre l'incompétence. Déjà, une culture de droite qui a des inclinations à l'extrême droite, ce qui est assez manifeste chez un individu comme Emmanuel Macron. Toute sa socialisation, toute sa culture, si on peut parler de culture, ou tout, comment dire, l'accumulation des signes amicaux adressés à l'extrême droite depuis 2017 fait système. Et donc ça se retrouve chez ses proxys, ou chez ses obligés, chez ses vassaux, que ce soit chez des gens qui viennent de LR ou qui y sont encore, hein, c'est le cas d'Aurore Berger, Carl Olive aussi, personnage désastreux, maintenant Martine Vassal à Marseille. Tout cela confirme une analyse qui est désormais bien établie et qui est applicable à notre période comme elle a été à d'autres précédemment, qui est que un extrême centre qui voit lui échapper le pouvoir, soit par extinction d'un mandat, soit par désastres socio-électoraux répétés, parce qu'au fond, l'extrême centre actuel se retrouve au niveau de Van Papen en 1932, hein, entre 10 et 15%. Eh bien, cet extrême centre-là se radicalise, s'ensauvage, et va ensauvager aussi ses proxys et puis ses forces de l'ordre. On l'a vu de manière répétée depuis 2018. Il y a un problème avec le maintien de l'ordre en France, très clairement. Les images de Sainte-Soline, les propos de Sainte-Soline, je pense, auront fait réaliser à beaucoup ce que c'est que l'ensauvagement des élites patrimoniales qui ne peut plus tenir que par l'ensauvagement de
de forces de l'ordre qui sont là pour maintenir un pouvoir par la violence. Pouvoir, encore une fois, qui est contraire, dont la politique est contraire aux intérêts de la quasi-totalité de la population, parce qu'il devient difficile, quand on meurt dans la salle d'attente des urgences de tel hôpital, de justifier une politique fiscale qui a fait exploser les inégalités depuis 2017. Ces choses-là sont impossibles à justifier. Donc on mobilise un appareil médiatique monstrueux pour justifier l'injustifiable. Et si jamais ça ne suffit pas, et bien dans ce cas-là, on fait des tirs tendus de LBD. Alors, puisque vous abordez cette question-là de la violence, cette fois plutôt celle de la violence d'État, en ce moment, justement, là aussi, ce qui est très marquant dans la semaine écoulée, c'est de voir finalement une violence qui est toute mise dans le même sac. On voit des reportages qui nous présentent des successions d'images de gilets jaunes, de maisons d'un maire brûlées par l'extrême droite parce qu'il voulait faire un centre d'asile sur sa commune. On verra vous citez les violences policières, mais tout ça est placé dans l'environnement médiatique comme quelque chose de presque d'équivalent. Et est-ce que, comment en fait, est-ce qu'il faut distinguer déjà ces violences en fonction de qui les commet, et comment voilà, historiquement, on distingue violence fasciste, violence antifasciste et violence d'État? En amont de tout cela, ce qui est rarement évoqué, voire jamais en réalité, par les médias établis, les médias traditionnels, dont on se rend compte de plus en plus qu'ils ne font pas un travail de journalisme, ils ne font pas un travail d'établissement des faits, ni de lecture des sciences humaines et sociales, de lecture critique du réel. La violence dont ils ne parlent pas, c'est la violence qui est endogène, consubstantielle à une organisation sociale qui, on le voit tous les jours, prône de plus en plus l'exploitation démesurée de soi-même, de son propre corps, de son propre temps, d'autrui, de l'environnement, de la planète, pour des objectifs de profit dont on voit l'absurdité de manière de plus en plus claire. Cette société-là, la société que l'on prône, la société que l'on vend à longueur de plateau, celle des réformes, celle de la croissance, celle du profit, celle de la plus-value, c'est une société qui est, par définition, d'une violence extrême, qui repose sur l'exploitation, qui repose sur le malheur des corps, le malheur des esprits. Nous vivons dans un pays où les dommages psychosociaux liés au travail explosent. Elle est là, la violence, quand même. La violence faite aux femmes, la violence faite aux exploités, la violence faite aux enfants. Et lorsque vous avez des gens qui dénoncent cette violence, parce qu'ils en sont révoltés, parce que c'est quelque chose qui les rend malades, qu'ils ne peuvent supporter, parce qu'ils ont assez d'empathie et de sensibilité, assez d'humanité pour ne pas accepter cela, on les désigne, eux, comme violents. Mais c'est complètement délirant. Alors, ça s'explique très bien, puisque pour maintenir, un pouvoir qui nie le réel et qui nie la sensibilité, la vie de la quasi-totalité de la population, il faut inverser les réalités en permanence. Donc si vous dénoncez la violence, c'est vous le violent. Pourquoi ? Parce que vous ne portez pas de cravate et parce que vous parlez un petit peu trop fort. Parce que vous dites des choses qui ne se disent pas dans des dîners en ville où il faut savoir garder un sens de la nuance, de la mesure, de la bonne éducation. Et si vous transgressez ces normes-là ou ces codes-là, vous êtes un fanatique, vous êtes un énervé, vous êtes un jacobin, vous êtes un communiste, un partageux, et alors, insulte suprême désormais, un antifasciste. Vous vous rendez compte que le terme d'antifasciste est devenu une insulte. C'est quoi alors le terme amélioratif ? C'est fasciste ? Si être antifasciste est mal, donc c'est être fasciste qui est bien ? Eh bien oui, c'est cette impression que l'on a
en regardant les plateaux de télévision depuis 10 jours. Alors, paradoxalement, on entend aussi des gens, notamment d'extrême droite, sur les plateaux, se plaindre justement qu'on les qualifie de fascistes ou de nazis, disant que la gauche fascise tout, nazifie tout, et qu'on met des cibles dans le dos. Alors Donc non, pour eux, ça reste péjoratif. Oui, alors pas pour tous, hein, puisque certains s'en revendiquent volontiers, mais lorsque, pour le coup, toute la presse quotidienne régionale et tous les réseaux de France 3 de région ont fait leur travail en juin 2024 pour voir qui était candidat ici et là, et notamment du RN. Oui, lorsque vous affichez des croix gammées sur vos réseaux sociaux, lorsque vous affichez des runes germaniques bien connues ou des chrismes désormais détournés par l'extrême droite pour afficher une certaine opinion, lorsque vous défilez derrière des tambours de la jeunesse hitlérienne le 9 mai, lorsque vous utilisez le rune de la mort ou la croix celtique comme symbole, c'est tout à fait constitutif d'une culture fasciste et d'une référence aux années 30 et au fascisme italien et au nazisme allemand qui sont pleinement explicites et tout à fait revendiquées par ces troupes-là. Il me semble que dans la désastreuse manifestation de samedi, non interdite par le ministère de l'Intérieur et la préfecture de Lyon, eh bien, il y avait des slogans constitutifs, là encore, de cette culture politique d'extrême droite. Des slogans contre l'immigration très violents, contre les minorités sexuelles, des saluts nazis. Donc effectivement, ça semble être qualifiable de fascisme. Oui. Est-ce que dans cette rhétorique-là, il n'y a pas finalement aussi une importation d'un cadre narratif qui nous vient notamment des États-Unis, de Trump? Je pense à... Oui, allez-y. C'est le grand facilitateur, en fait, Trump et l'extrême droite américaine au pouvoir pour la deuxième fois, hein, rappelons-le. Hein. Il y a eu Trump 1, qui avait perdu le vote populaire, mais dont le système électoral américain a permis l'élection in fine, et puis Trump 2. Donc, ce n'est pas une anomalie ni une aberration dans un contexte américain. Trump est bien le produit de forces profondes qui ont partie liée à l'histoire du racisme, de l'esclavage, de la ségrégation, à l'histoire du nazisme américain, parce que ça existe, et à l'histoire du suprémacisme social et racial qui est là aussi très structurant dans l'histoire des États-Unis depuis 200 ans, et singulièrement depuis 1945. Ce pouvoir de l'extrême droite américaine, il s'est singularisé dès le premier jour, en janvier 2025, on le sait, par une épidémie de salut nazi au plus haut sommet de l'administration trumpienne. Elon Musk d'abord, puis Steve Bannon ensuite. Et ça a envoyé un signal mondial qui a été très bien compris par les destinataires de ce signal-là. C'est qu'il ne faut plus se cacher, il ne faut plus avoir honte, et désormais on peut, comme ils le disent vulgairement, cette langue managériale, dérouler. Et dérouler quoi? Dérouler la réhabilitation d'une culture politique foncièrement anti-humaniste, anti-universaliste, qui n'était plus, n'était plus fréquentable depuis 1945. Depuis 1945, vous avez un ordre interne, juridique interne, et un ordre international qui est structuré par une clé de voûte, la clé de voûte de l'antifascisme. Plus jamais ça, après 1945. Tout l'édifice normatif interne et externe, interne et international depuis 1945, se répartit autour de cette clé de voûte-là. Alors, de manière assez largement hypocrite. Ça n'a pas empêché, les démocraties occidentales de se livrer à des guerres contre la décolonisation. Ça n'a pas empêché le lynchage ou les meurtres de gens de couleur aux États-Unis, y compris par les forces de l'ordre. Mais du moins, au plus haut niveau des États,
il était inconvenant, impoli, de faire trop référence au nazisme et au fascisme. Désormais, grâce à Musk, à Trump, à Bannon et Stephen Miller, et on le voit dans la communication quotidienne du pouvoir d'extrême droite aux États-Unis, cette clé de voûte-là, on l'a fragilisée, on veut la détruire, et dans ce cas-là, c'est toute la voûte qui s'effondre. Donc ça donne une subversion de l'ordre moral et juridique interne aux États-Unis, comme nous le voyons, puisque désormais, ce ne sont plus seulement des Noirs ou des Latinos que la police tue, ce sont désormais des Blancs qui sont assassinés de 10 balles dans le dos, ce qui fait réagir. Quand il s'agit de Noirs, ça peut paraître relever de la normalité aux États-Unis, mais le fait que les Trumpistes désormais assassinent des Blancs a pu émouvoir. Et puis pour ce qui est de l'ordre international, on l'a vu dans la négation du droit international par l'administration Trump, négation reprise chez nous par quelqu'un comme un Gabriel Attal, centriste paraît-il, qui en réalité s'aligne complètement sur les positions de l'extrême droite américaine. Donc cette clé de voûte de l'antifascisme, du plus jamais ça, eh bien, elle est fragilisée par des gens qui sont totalement irresponsables. Soit par ignorance crasse, mais j'ai parfois du mal à l'accréditer, soit par cynisme sordide. Et parce qu'il y a, enfin, pour ce qui concerne les oligarques, on va dire, de la tech, il y a aussi un intérêt propre, un vrai projet derrière. Oui, un vrai projet économique, alors évidemment, qui est orienté vers le profit de leurs entreprises et leur profit personnel, mais au-delà de cette quête d'accumulation vorace et sordide, vous avez aussi une philosophie politique qui est structurelle en Occident depuis la seconde moitié du XIXe siècle, dans les élites patrimoniales, qui est le darwinisme social. C'est-à-dire que les hiérarchies sociales ne sont que la traduction, la translittération de hiérarchies naturelles, et c'est la nature qui en a disposé ou décidé ainsi. Certains sont appelés à souffrir, à être exploités et à être des fonds d'énergie dans lesquels on va puiser jusqu'à l'épuisement. Ça, c'est la biomasse du vulgum pecus, c'est la biomasse de la plèbe qui doit être mise en coupe réglée, qui doit servir à votre profit, et d'autres qui sont appelés, là encore, par la nature, à gouverner, à jouir, à profiter. Et ça va très loin, ça va jusqu'à la négation du dérèglement climatique par des élites patrimoniales qui pensent pouvoir s'en sortir. Peter Thiel investissait dans des îles artificielles où des milliardaires se retrancheraient et laisseraient le reste de l'humanité à son triste sort. Quant à Elon Musk, on connaît ses fantasmes spatiaux pour tout simplement sauver une peau au mépris du reste de la quasi-totalité de l'humanité qui est, elle, appelée à périr. Alors, c'est justement tout ça, c'est j'imagine la raison pour laquelle vous avez décidé personnellement d'être l'un des 180 signataires d'un appel à affirmer notre antifascisme, qu'on publie d'ailleurs dans l'Humanité d'aujourd'hui. Donc pour vous, c'est contrairement aux injonctions, comment dire, ce n'est pas le moment de ne pas surenchérir, j'allais dire, ou de calmer le jeu. Alors, je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus nombreux en réalité à signer, on aurait pu être des milliers. Ensuite, c'est le fonctionnement des pétitions qui circulent ici ou là, mais il paraît évident pour la totalité des collègues, des amis que je croise, que avoir à réaffirmer cette conviction simple que le nazisme, c'est pas bien, que le fascisme, c'est pas bien, c'est quelque chose d'assez surprenant pour nous qui avons grandi dans les années 80, 90, en songeant à cette histoire en noir et blanc, un peu dépassée, un peu ancienne, des années 30,
où l'on jouait un peu à se faire peur en se demandant si on aurait été résistant, si on aurait été neutre, si on aurait été collabo. C'était des jeux de rôle très abstraits, tout cela. Ça n'avait pas d'incarnation concrète ou d'utilité politique ou pragmatique immédiate. Et on se rend compte, alors que nous pensions que tout cela était terminé, était un mauvais souvenir, cantonné, renfermé dans quelques chapitres circonscrits des livres d'histoire, eh bien, c'est redevenu notre quotidien ou notre exigence contemporaine. Et dans ce contemporain-là, dans ce quotidien-là, il paraît quand même assez élémentaire et pas extravagant ou exagéré, comme on disait sous la Révolution, de réaffirmer que le fascisme, c'est mal. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Contrairement à ce que l'on peut entendre ici et là, on n'a jamais essayé. Si, on l'a essayé, et multiplement d'ailleurs, Oui. dans plusieurs pays d'Europe. On sait ce que c'est que l'extrême droite. On sait ce que c'est que la dynamique de radicalisation de l'extrême droite. On sait ce que c'est que les stratégies de normalisation, les stratégies de banalisation ou d'embourgeoisement, la fameuse stratégie de la cravate. Vous mettez, en façade une espèce de robot humanoïde, pas très malin, avec des costumes cintrés et qui soulève de la fonte et qui parle mécaniquement, bien peigné, qui d'ailleurs va répéter tout ce que dit le MEDEF d'une heure sur l'autre, va prôner l'union des droites, mais derrière cette façade plus ou moins respectable, quoique très frelatée et toujours navrante en réalité quand on voit le niveau, eh bien derrière cela, les deuxième et troisième lignes sont plus que nauséabondes et méphitiques. Il ne suffit pas d'aller très loin dans les réseaux sociaux, dans les historiques des publications des candidats du RN pour montrer à quoi on a affaire lorsqu'on a affaire à ces gens-là. Et ça, on a déjà essayé. Donc, il nous paraît extravagant aujourd'hui de devoir rappeler que c'est le fondement du monde contemporain depuis 1945. L'antifascisme, c'est la philosophie politique minimale de notre monde et c'est le fondement politique élémentaire de notre philosophie juridique et de notre philosophie politique. Plus jamais ça. C'est aussi une façon, puisque vous appelez dedans à faire bloc, c'est une façon aussi d'interpeller la gauche au regard de sa propre histoire que vous avez décrit tout à l'heure. Oui, c'est un appel à la raison et à la non-répétition des erreurs du passé, l'autoradicalisation d'un côté, et puis de l'autre côté, la volonté de se défaire, de se départir d'une partie de la gauche en la sacrifiant et en pensant se sauver soi-même. Typiquement, ce qu'ont fait les sociodémocrates en 32-33, là encore, pour sauver leur peau, sauver leur mandat, sauver leur existence sociale, alors que, in fine, ils ont été passés par pertes et profits comme les autres, comme ceux qu'ils avaient abandonnés. C'est-à-dire que la solidarité de gauche entre humanistes, entre universalistes, entre personnalités soucieuses d'un minimum de justice sociale, fiscale, entre les genres et de justice écologique, tout cela devrait permettre de faire bloc chez les politiques comme chez celles et ceux qui font l'histoire, parce que une petite précision pour ceux qui déplorent que des historiens, par exemple, rappellent que l'antifascisme est le fondement de notre monde. Alors déjà, quand on fait cela, on ne fait que notre métier, c'est-à-dire qu'on rappelle tout simplement sur quoi est fondé le monde contemporain et son ordre juridique et moral. Et par ailleurs, il est quand même surprenant de reprocher à des praticiens des sciences humaines, à des historiennes, des historiens, d'avoir des idées politiques universalistes plutôt généreuses et plutôt orientées vers le respect des normes juridiques et morales. Peut-être pourrait-on considérer que ces historiennes et ces historiens ont précisément ces idées politiques-là
parce qu'ils ont une vague connaissance de l'histoire, parce qu'ils ont à peu près vu ce que cela donnait dans des conditions normales de température et de pression à un certain moment, et qu'ils en ont donc induit des leçons de conduite et de maintien pour aujourd'hui. On vous reproche même, j'ai l'impression, d'avoir des idées politiques tout court. Encore il y a quelques jours, Marianne vous accuse de vous servir, enfin je résume grossièrement, mais de vous servir de l'histoire comme d'une tribune politique. En quoi finalement prendre position, signer des appels, avoir un discours aussi sur l'histoire, ça n'a rien d'incompatible avec un travail d'historien. J'aime beaucoup citer cette phrase d'Émile Durkheim, qui était titulaire de la première chaire de sociologie à la Sorbonne. Et Émile Durkheim, positiviste, qui voulait faire de la science sociale une science, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas suspect d'être engagé ou d'être orienté. Émile Durkheim, déjà, était un républicain convaincu. C'était un homme de gauche, c'était un Dreyfusard, quelqu'un qui s'était engagé pour la justice, pour la révision du procès injustement fait au capitaine Dreyfus. Et Émile Durkheim, qui avait cette ambition de faire de la science sociale, disait aussi que si la sociologie n'était au fond qu'un loisir ou que de l'art pour l'art, la sociologie ne vaudrait pas une heure de peine. Alors, je ne dirais pas jusque-là, parce que je pense que l'histoire vaut quand même une heure de peine, indépendamment de tout, tellement j'aime ma discipline et tellement c'est mon élément, mais de fait, l'histoire est éminemment liée au présent. Le questionnaire que nous adressons au passé, c'est le questionnaire du présent. Le questionnaire d'un homme ou d'une femme, le questionnaire d'un blanc ou d'un non-blanc, le questionnaire d'un papa ou d'un pas-papa, le questionnaire d'un quadra ou d'un trentenaire. Je n'ai pas les mêmes questions et mes collègues non plus, à adresser au passé selon ma propre temporalité, ma propre historicité. Et rappelons aussi, au-delà de ces considérations épistémologiques minimales, qu'en France, l'histoire a été rendue obligatoire dans l'enseignement primaire et secondaire, précisément par la République et précisément pour des raisons politiques. Rappelons-le aussi celles et ceux qui parlent de neutralité axiologique ou qui représentants de l'extrême centre sur les plateaux, oublient un peu vite pourquoi nous avons fait de l'histoire une discipline obligatoire en France. On en a fait une discipline obligatoire parce qu'il s'agissait de former les citoyennes et les citoyens. C'est bien que dès l'origine, j'ai des gens qui n'étaient pas des zadistes énervés ou des communistes impénitents. Je pense à Jules Ferry, qui était très, très, très loin de tout cela. Il y avait cette idée que l'histoire est la formation du regard critique et des catégories du citoyen. Et je pense que tout simplement, lorsque nous signons un appel pour rappeler que l'antifascisme est le fondement de notre monde contemporain, nous ne faisons que notre travail de professeur d'histoire. Est-ce que ça ne participe pas finalement de la même offensive qu'on entend en ce moment, cette fois contre la politique à l'université, l'interdiction des conférences qui est prônée par certains Est-ce qu'on n'a pas affaire finalement au même phénomène ou peut-être de mise au pas de la recherche, du milieu universitaire ? Ça, c'est vraiment un classique des périodes de raidissement autoritaire, que la destruction des lieux de savoir, la destruction des formations universitaires et notamment des formations critiques. On le voit dans l'Amérique de Trump avec la manière dont les humanités, les sciences sociales sont massacrées par l'administration Trump en termes budgétaires, mais aussi en termes normatifs, en termes réglementaires, avec parfois des interdictions de faire cours sur ceci ou de dire cela. De manière générale, je pense qu'il y a un assaut contre les humanités, contre les lettres, contre les sciences humaines et sociales, mais depuis longtemps en réalité. Cet assaut, il est à la fois administratif et structurel. Les universités se portent mal à cause de la politique néolibérale, bien sûr. Elles souffrent comme tous les services publics, mais elles souffrent d'autant plus que
pour un pouvoir, encore une fois, mal intentionné. Je pense que le nôtre l'est, cet extrême centre libéral autoritaire qui ne veut certainement pas le bien de la population. On le voit au traitement de l'hôpital et de l'école, tout simplement, au traitement des services publics. Ce pouvoir libéral autoritaire ne voit jamais d'un bon œil, évidemment, l'émancipation par les savoirs critiques. D'autant plus que les gens qui arment les structures de ces mouvements-là ne sont généralement pas issus de filières d'humanité critique. Donc il y a une incompatibilité entre les deux, oui. Eh bien, écoutez, Johan, nous arrivons à la fin de cet entretien et de ce direct. Je vais juste, quand même, avant qu'on se quitte, je rappelle le titre de votre livre, Les Irresponsables, paru l'année dernière donc chez Gallimard, que j'invite ceux qui ne l'ont pas lu à se procurer. On reste attentif d'ailleurs à vos travaux parce que je sais que vous travaillez à une suite à ce livre, donc on sera amené à en reparler, je pense, amplement dans quelques mois. Et je vous rappelle aussi le numéro hors série réalisé par l'Humanité, Les Inrocks, Blast, Street Press et Radio Nova, Front commun contre l'extrême droite, c'est pile le moment. Voilà, disponible en kiosque ou sur commande sur notre site. Et puis, donc, nous terminons ce direct et nous vous donnons à tous rendez-vous demain à 10h donc pour l'International, la revue de presse Monde de l'Humanité. Johan, merci à vous, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à vous surtout et merci à l'Humanité et à tous les titres que vous avez cités de faire un travail pour lequel nous avons beaucoup de gratitude parce que la démocratie, elle tient grâce à vous. Merci. Merci Johan.